Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Beaucoup d'éléments d'analyse aujourd'hui sur les marchés, avec tout d'abord la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tenait aujourd'hui. La BCE qui maintient son rythme de croisière. Alors un rythme de croisière qui s'est adapté à l'urgence pandémique. Évidemment, la BCE va maintenir son rythme d'achat sur des niveaux significativement plus élevés qu'en début d'année. C'est déjà le cas depuis plusieurs semaines maintenant et cela va donc continuer sur les prochains mois. Pas de sujet de ce côté-là. La Banque centrale qui a par ailleurs révisé évidemment un peu à la hausse ses projections économiques pour cette année et les prochaines années. La BCE pour laquelle les questions gênantes viendront un peu plus tard alors que la Fed va déjà devoir peut-être arbitrer certains débats dès la semaine prochaine. L'inflation est bel et bien manifeste aux États-Unis, il n'y a pas de doute. On a vu la marque d'inflation pour le mois de mai qui marque un plus haut, plus 5% pour l'inflation globale sur un an aux États-Unis. Évidemment, il y a beaucoup de perspectives à avoir quand on regarde le chiffre en détail. On en parlera avec nos invités dans un instant. Et la Fed qui se réunit donc la semaine prochaine. Ce sera un vrai rendez-vous important avant la période estivale sur les marchés. On parlera de ces sujets avec nos invités donc dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, le quart d'heure thématique. On s'intéressera au crowdfunding dédié à la transition écologique avec la plateforme Lindosphère et sa cofondatrice Laure Verhaeghe qui sera avec nous en plateau donc à partir de 19h15 ce soir. Et au final, des marchés qui restent très calmes. Après les deux grands rendez-vous de la journée, la BCE et l'inflation américaine, on termine en légère baisse à peine sur le CAC 40 à Paris. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,26% à 6546 points. L'indice parisien qui aura hésité une bonne partie de la journée sur la direction à prendre avant mais aussi après les deux grands rendez-vous économiques importants du jour. En ce qui concerne la BCE, tout d'abord, celle-ci a décidé de laisser sa politique monétaire inchangée. Les taux directeurs restent donc au même niveau tandis que la BCE a confirmé son engagement à garder un rythme élevé de rachat d'actifs dans le cadre de son PEP. Si la question de la fin du PEP a été posée à Christine Lagarde lors de sa conférence de presse. Celle-ci a déclaré que le moment n'est pas encore venu sans donner de perspective sur une éventuelle discussion à ce sujet. Les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance des prévisions économiques de la BCE et que ce soit en matière de croissance ou d'inflation, ces prévisions sont revues à la hausse à court et moyen terme. Le PIB de la zone euro, tout d'abord, qui était attendu en progression de 4% sur l'ensemble de l'année 2021 lors de la dernière estimation, passe à présent à une attente de 4,6% donc pour l'ensemble de l'année, puis une progression de 4,7% en 2022 avant de progresser de 2,1% en 2023. L'inflation devrait elle aussi progresser un peu plus qu'anticipé selon la BCE sur la période. Les prix à la consommation devraient donc progresser de 1,9% en 2021 contre une ancienne prévision en mars dernier de 1,5%. La prévision pour 2022 est elle aussi revue à la hausse à 1,5%. Christine Lagarde qui a d'ailleurs déclaré que les pressions inflationnistes devraient rester contenues même si celles-ci devraient progresser avec l'accélération de l'activité économique au second semestre avant de revenir sur des niveaux plus raisonnables. En matière d'inflation, l'indice les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé de 0,6% sur un mois et même de 0,7% hors alimentation et énergie. Au global et sur un an, l'inflation ressort à 5% aux États-Unis au mois de mai, soit au-dessus de la prévision du consensus qui en attendait 4,7%. Un niveau qui ne semble pas alimenter les craintes des investisseurs alors que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis reste en dessous des 1,50% à 1,49% exactement à la clôture du marché parisien après avoir sursauté à 1,53% lors de l'annonce de la statistique. Preuve que les investisseurs s'accommodent pour le moment de cette situation où l'économie reprend avec une politique monétaire de la Fed toujours accommodante. Il n'en reste pas moins que plusieurs voix s'élèvent tout de même pour dire que ce niveau d'inflation, le plus haut depuis l'été 2008, pourrait bien aussi être le signe que cette pression sur les prix n'est peut-être pas aussi transitoire que la Fed veut bien le dire.
Du côté des valeurs, à présent qu'il fallait suivre à la Bourse de Paris, Soitec a dévoilé son nouveau plan stratégique et vise un triplement de son chiffre d'affaires d'ici à son exercice décalé 2025-2026 pour atteindre un peu moins de 2 milliards de dollars. Rien que pour l'exercice qui s'est ouvert en mars 2021, le groupe Soitec compte réaliser 950 millions de dollars de chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA de sa division électronique aux alentours de 32%. Le titre de Soitec qui gagne ce soir 2,86%. Crédit Agricole signe de son côté la plus forte hausse du CAC 40 à la suite de l'annonce d'un lancement de programme de rachat d'actions de 558,6 millions d'euros. Un rachat afin de corriger l'impact du versement d'un dividende en actions sur le bénéfice net. Crédit Agricole qui gagne ce soir 2,40%. Et on note que pour sa première journée de cotation, Believe perd un peu plus de 17% avec un prix d'introduction qui avait été initialement fixé à 19,5 euros alors que le titre vaut ce soir à la clôture 16 euros à peu près. Et on note pour finir que dans le sillage de Renault et de Volkswagen hier, les marques Peugeot mais aussi Citroën ont elles aussi été mises en examen en France dans le cadre de l'enquête autour du Dieselgate. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, le sujet de l'imposition des multinationales sera à l'honneur avec le début de 2 jours de réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7. Les investisseurs qui pourront également suivre au niveau des statistiques, la confiance des ménages selon l'Université du Michigan pour le mois de juin, donc aux États-Unis. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Gottsman nous accompagne, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue à Axel Bott qui est avec nous également. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste chez Ostrom Asset Management. L'inflation évidemment à la une, avec le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de mai, plus 5% sur un an pour l'inflation globale. Évidemment, il y a plein de niveaux de lecture à avoir derrière ce chiffre général. Axel, alors, je sais que la tentation est grande de considérer que le phénomène inflationniste est un risque peut-être d'un phénomène auto-entretenu demain qui serait le reflet d'une économie américaine en surchauffe, qui sortirait, on va dire, du contrôle des dirigeants politiques, de politique monétaire ou de politique budgétaire. Mais quand on regarde juste le chiffre du mois de mai, là, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de sujets microéconomiques liés notamment au secteur des transports qui expliquent une grande partie de la hausse de l'inflation et de l'inflation pure au sens strict du terme. On regarde les prix des locations de voitures, les prix des ventes de voitures neuves, de voitures d'occasion également, le transport aérien. Tous ces éléments expliquent une majorité de la hausse de l'inflation qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Alors sur ce mois, oui, effectivement, on a cet effet de la réouverture de l'économie qui fait que les gens vont bouger davantage et donc ça augmente la propension des loueurs de voitures, des hôteliers, des sociétés de transport aérien à augmenter leurs prix. On retrouve un peu du pricing power, donc il y a un effet de rattrapage qui est évident. Ceci étant, c'est pas que ça. C'est vrai que ces chiffres sont très très spectaculaires, mais on voit depuis quelques mois une inflexion haussière dans un certain nombre de prix dans les services qui changent peu fréquemment. Les prix de service sont souvent des prix de contrat, donc quand il y a un petit peu plus d'inflation, ça tend à être un petit peu plus persistant. Et puis en toile de fond, il faut aussi se rappeler que contrairement à d'autres récessions, on n'a pas vu les salaires ralentir dans ce cycle. Et donc, on a eu beaucoup de contraintes sur la production de services, c'est évident, mais on va repartir sur une base de coûts qui s'est pas allégée malgré le coût économique de la pandémie. Donc, on va avoir tendance à rechercher à reconstituer les marges et passer ces coûts au consommateur final. On le voit, par exemple, dans le secteur peut-être de la construction, qui est un des plus dynamiques aux États-Unis. Clairement, les hausses de coûts salariaux, de matières premières, etc., se retrouvent dans les prix finaux et il y a une capacité à passer ces prix au consommateur final qui est assez forte. La deuxième chose qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que pendant des années, la désinflation qui était nourrie par des prix de matières premières relativement bas et des excès de capacité dans les productions de biens dans le monde,
ce phénomène est en train un petit peu de s'inverser. Alors la contribution des prix importés des biens aux États-Unis est redevenue positive. Alors évidemment assez spectaculairement, et probablement on ne restera pas sur les mêmes dynamiques aussi fortes. Mais si ça change la donne, alors on a un socle d'inflation aux États-Unis qui est plutôt élevé. Et il faudra tenir compte d'un certain nombre de facteurs, notamment l'indexation des loyers, à la réalité des prix de l'immobilier, qui sont pas encore vraiment pris en compte dans le CPI aujourd'hui, mais qui le seront sans doute à l'horizon de 2022. Donc je pense qu'il y a un socle incompressible d'inflation qui est quand même sensiblement plus élevé qu'avant la crise. Ouais. Et quand vous parliez de l'inflation à travers les biens importés, c'est l'idée que la Chine exporte aujourd'hui de l'inflation, contrairement au cycle précédent où elle était plutôt exportatrice de désinflation ou de déflation vers le reste du monde. Oui, le yuan est en train de s'apprécier tendanciellement depuis l'année, disons le milieu d'année dernière. On a une tendance assez lourde d'appréciation du yuan. Et deuxièmement, les pénuries auxquelles font face nos producteurs sont des phénomènes mondiaux. Donc forcément, il y a un peu de pression partout dans la production de biens. Donc c'est quelque chose qui va se voir sur le plan mondial. Et les excès de capacité qui perdurent quand même dans la production de biens mondiale, ils sont un petit peu moins forts qu'avant. Et donc, je pense que ça aura un impact sur l'inflation. C'est-à-dire que ça enlèvera une source de désinflation qui était très installée, très durable et qu'on a observé pendant des années. Et sur la partie logement, qu'est-ce qu'il faut attendre, Axel, là, dans les prochains mois, sachant que quand on regarde encore une fois le CPI du mois de mai, donc l'indice des prix finaux aux États-Unis, la contribution du logement est quasi nulle par rapport à tout ce qu'on a cité, les phénomènes de l'inflation, de réouverture, de déconfinement. Oui, elle est très faible. Et en fait, l'inflation aux États-Unis est calculée pour une grosse partie via une sorte de loyer imputé aux propriétaires de leur logement. C'est-à-dire qu'on va essayer de calculer le coût d'une mensualité hypothécaire. Et quand les taux baissent, en fait, cette contribution elle a tendance à baisser. Mais on le sait, un des impacts très forts de la politique monétaire accommodante, c'est forcément à chaque fois qu'on baisse les taux et qu'on améliore l'accès au crédit, il y a deux choses qui fonctionnent à chaque fois et qu'on a vu spectaculairement en cycle, c'est la conso durable et l'immobilier. Et donc, la hausse des prix des maisons a été très forte. On est, pour mettre les choses en perspective, on est 30% au-dessus du pic de 2006 actuellement sur les prix des maisons. Donc, et c'est un phénomène qui va bien au-delà simplement de la recherche de maisons pour s'accommoder du télétravail. C'est vraiment très national et ça va indexer les loyers. La maison typique américaine, $300 000, la maison médiane, aujourd'hui, c'est le terrain de jeu des investisseurs. Donc, il y a pas mal de familles qui sont un petit peu exclues de ce marché. On produit très peu, on n'arrive pas à suivre la demande. Et donc, ça va indexer une grosse partie du coût de la vie des Américains. Donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que toutes ces dépenses contraintes qui pouvaient dans le passé être masquées par l'iPhone, dont le prix baisse, entre guillemets, en tout cas selon les statisticiens, parce que la qualité s'améliore, etc., et compensait ces effets de hausse des coûts de dépenses contraintes comme le logement, l'éducation, etc. Je pense que cet effet-là va un petit peu disparaître, et donc il faut en tenir compte, parce que ça, évidemment, ça touche la vie des gens. Bon, sur le phénomène inflationniste, Nicolas, je ne sais pas de quel côté vous vous situez, et puis venons-en à ce qui sera l'événement la semaine prochaine, parce que pour l'instant, quand on regarde en tout cas ce qui se passe sur les marchés obligataires en premier lieu, on a le sentiment que les investisseurs, peut-être dans le doute, font crédit à l'analyse de la Fed et au narratif de l'inflation transitoire qui se normalisera et se corrigera au fur et à mesure des prochains mois. C'est là où je pense que la situation commence à devenir un peu inquiétante, non pas à cause de l'inflation, mais justement sur l'effet que ça pourrait avoir sur la politique de la Fed. Parce que ce qu'on est en train de constater, c'est que donc, la première lecture du CPI, qui était donc plus élevée que prévu, c'était donc le mois dernier. La publication avait eu lieu le 12 mai dernier. Et ce qu'on constate, c'est que notamment sur les break-even, qui sont les anticipations d'inflation de la part des investisseurs, c'est que et sur le 10 ans et sur le 5 ans, on a vu à partir de ce moment-là se mettre en place la contraction des anticipations d'inflation. Ce qui veut dire que, alors que la Fed avait été parvenue
parvenu, on va dire, à faire pousser et à faire monter les anticipations d'inflation de façon assez satisfaisante en fonction, et on va dire, suivant son mandat, son nouveau mandat, on va dire, de Flexible Average Inflation Targeting. Donc, avec succès, ce qu'on a constaté, c'est que donc, cette lecture-là d'inflation qui est sortie a commencé sans doute à inquiéter un peu le marché sur est-ce que la Fed va réussir à tenir cette nouvelle stratégie et est-ce qu'elle va pas tenter de contracter justement, de resserrer sa politique monétaire plutôt que ce qu'on pouvait anticiper, ce qui justifierait donc effectivement cette baisse des taux qu'on constate sur le long terme et cette baisse des break-even. Attendez, c'est un point clé, Nicolas, parce que là, vous maniez des concepts et des dynamiques de marché qui ne sont pas évidentes forcément à comprendre, mais si la Fed était vraiment aussi crédible dans sa nouvelle stratégie, l'idée qu'on vise une inflation moyenne, pour dire les choses simplement, une Fed qui refuserait pour l'instant de réduire son accommodation, normalement, devrait avoir pour conséquence des anticipations d'inflation qui continuent de monter. C'est ça. Et là, à partir du moment où vous dites, où on voit un gros chiffre d'inflation, des anticipations d'inflation qui se tassent, qui se réduisent un petit peu, c'est que le marché est en train de se dire que la Fed va craquer d'une certaine manière et va réduire son accommodation un peu plus vite que ce qu'elle laisse entendre. Mais c'est ça, en fait, il faut quand même se rendre compte qu'on était dans un cycle qui tenait depuis 40 ans, qui était un cycle des inflationnistes. Pour que la Fed arrive à convaincre le marché qu'elle est prête à laisser filer un peu plus l'inflation qu'elle l'a fait depuis 40 ans, en gros, je pense qu'il va falloir quand même être suffisamment déterminé pour y arriver. Et là, c'est vraiment la première épreuve, c'est qu'on a un niveau d'inflation qui est quand même relativement élevé là maintenant depuis 2 mois. Et la question, c'est de savoir si, oui ou non, ils vont être déterminés dans leur action et laisser filer l'inflation à ce niveau-là, en disant effectivement c'est transitoire, ça ne nous occupe pas. Et je pense que c'est le cas, moi, de mon côté. Je pense qu'il n'y a pas de problème et on doit même accueillir ça de façon assez favorable. C'est simplement, je pense qu'on a quand même pas mal d'effets qui sont assez clairs. On a vu une augmentation du niveau de revenu des Américains qui est vraiment sans précédent. Depuis, on parle de milieu des années 2000, fin 99, pour avoir des niveaux de revenus progresser à ce niveau-là. On a eu, je crois, notamment sur les retail sales, c'était très impressionnant de voir, depuis le début de l'année, on va dire, on avait des niveaux de consommation dans le retail qui étaient équivalents à ce qu'on pouvait prévoir pour l'année 2025. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un niveau de demande qui est équivalent à ce que vous avez en 2025, sauf que votre offre, elle est contrainte par rapport à ce que vous avez actuellement. Donc évidemment, vous avez une pression qui est très forte sur les prix. Ensuite, sur le CPI, aujourd'hui, donc on est à 5%. Vous dites, il y a 4 années de demande là, qui s'expriment en même temps, d'un coup, voilà, avec une production qui est encore limitée. Qui est limitée à celle qui est celle d'aujourd'hui. Donc évidemment, ensuite, le fait favorable de ça, c'est que vous avez aussi du côté de l'offre, sans doute, on appelait ça le pent-up demand, donc là, une forte hausse de la demande. On pourrait avoir la même chose qui se produit aussi au niveau de l'offre, c'est-à-dire justement d'avoir des entreprises qui vont engager un peu plus de personnes, qui vont aussi sans doute monter en gamme en termes de robotisation, je sais pas quoi, et donc de productivité. Et donc tout ça est plutôt favorable, c'est plutôt un cercle favorable. Un cercle, favorable dans l'histoire, et c'est sans doute ce que veut la Fed. Et dans cette optique-là, évidemment, le problème maintenant, c'est plutôt politique, parce qu'on voit effectivement qu'il y a pas mal de voix qui s'élèvent, on voit des tribunes ici et là surgir, et qu'il y a une pression. Il y a aussi dans le Congrès aussi des gens qui s'inquiètent de la situation. Et donc il y a une pression qui est exercée sur la Fed, et je pense que le marché a besoin d'être convaincu. Et si on est dans la même situation que 40 ans auparavant, c'est que Volcker, quand lui a voulu combattre l'inflation, il a dû s'y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir montrer qu'il était vraiment crédible et déterminé dans son action. Et je pense que c'est un peu le même phénomène qu'on a aujourd'hui. C'est là, on a une lecture plus forte. Est-ce que oui ou non, vous êtes vraiment déterminé? Est-ce que vous êtes prêt à laisser filer l'inflation à un niveau de 5% de CPI? Et même, on verra ensuite sur le PCE et le PCE Core qui sont les vraies mesures prises en compte par la Fed. Mais là, c'est là où je pense qu'on a vraiment un problème, c'est que cette baisse des anticipations d'inflation qui est là maintenant et la baisse des taux sur le 10 ans est un problème, est une défiance qui est faite de la part du marché vis-à-vis de la Fed. Et donc la réponse que doit faire, à mon avis, la Fed là maintenant, de montrer la semaine prochaine que c'est pas leur problème, que les 5% d'inflation, ce n'est pas leur problème. La nouvelle stratégie implique de vouloir corriger les 10 millions d'emplois qui manquent encore à l'économie américaine par rapport à la tendance qu'elle aurait dû avoir. On doit corriger ces emplois-là, on veut avoir des salaires qui continuent de progresser, et tant pis si on a un peu d'inflation sur le court terme, le but c'est d'avoir une économie qui marche à son plein potentiel, et on ne bougera pas. C'est intéressant, parce qu'on s'interroge tous sur pourquoi est-ce que les taux américains retombent là autour de 1,50 et même moins de 1,50 sur le 10 ans au moment où on se parle, avec des taux réels toujours aussi négatifs, des anticipations d'inflation qui ont guidé justement le mouvement de reflux des taux américains. Vous dites, c'est parce que le marché commence à douter peut-être de la détermination de la Réserve fédérale américaine d'aller jusqu'au bout de sa logique de surchauffe d'une certaine manière. En tout cas, vous avez aujourd'hui une Fed qui vous dit qu'elle montrera les taux peut-être en 2023, et qui aura un tapering qui pourrait peut-être arriver, on va dire, au milieu de l'année prochaine. Je pense que ce qui s'est passé avec effectivement des chiffres maintenant à 5% de CPI, vous pouvez vous dire que peut-être que le tapering va arriver peut-être un peu plus tôt que ce qu'on pouvait anticiper, et du coup vous avez donc ça refroidit l'économie, et donc ça fait retomber les taux. Et je pense que sur le long terme, ça vous montre à quel point la Fed est
oui ou non déterminé, parce que ce qu'on a vu après la publication le mois dernier du CPI, vous avez tous les présidents de Fed régionales qui sont arrivés en disant attention, il faut quand même qu'on fasse attention. Même Clarida, qui est pourtant celui qui est censé être le plus déterminé dans l'action, a dit que oui, s'il y avait une surchauffe d'inflation, ils étaient là, que de toute façon, ils allaient contrer le mouvement. Et c'est la première fois depuis le début qu'ils ont commencé à dire attends, oui, enfin, on est quand même là pour corriger l'inflation si jamais on était à plus de 2%. Ouais. Et voilà, donc il y a une limite à notre tolérance. Voilà, il y a une limite à notre tolérance, et que ce discours-là, ça montre que vous n'êtes pas forcément déterminé. Alors qu'il faut y aller. Ça fait 40 ans qu'on est dans un cycle désinflationniste. Je pense qu'il faut vraiment arriver à convaincre. Et si on arrive même à choquer un peu le marché, tant pis. L'idée, c'est de montrer vraiment qu'on est déterminé. Ensuite, on peut calmer les choses, mais au moins de montrer qu'on est vraiment déterminé. Ça, je pense qu'ils ont besoin de le faire. Bon. Ça risque du coup d'être un meeting moins tranquille que ce qu'on pouvait imaginer alors ce meeting du mois de juin. Axel, je ne sais pas, déjà peut-être il y a des remarques à apporter par rapport au narratif que nous présente Nicolas. Je pense que par rapport à il y a 40 ans, il y a un changement fondamental, c'est que la Fed est pieds et poings liés avec le marché de taux. C'est-à-dire qu'ils ont énormément une exposition qui croît encore de 80 milliards par mois au marché de taux. Donc, ils savent très bien que le problème du marché, c'est leur problème aussi. Et donc, le fait de vouloir accumuler toujours plus de treasuries et faciliter le financement de déficits budgétaires qui peuvent être in fine contraires à leur objectif d'inflation, parce que même s'il y a une tolérance accrue, mine de rien, on ne veut pas que l'inflation dérape. On sait que c'est une des choses qui peut être extrêmement déstabilisant pour l'économie américaine. Je pense qu'ils ont tellement peur de choquer le marché, en fait. Et donc, ils retardent toujours l'ajustement de leur politique. Et certes, on communique beaucoup plus qu'avant, mais on fait beaucoup moins de choses. Et même le tapering, enfin, c'est parfois on oublie, mais le tapering, c'est simplement ralentir le degré d'assouplissement monétaire c'est refermer le robinet. Ça veut dire qu'on arrête d'un coup le robinet. Vous avez 8 meetings par an, vous achetez 80 milliards de treasuries, ça va faire moins 10 à chaque meeting, et ça va prendre un an pour arriver à simplement arrêter de surapprovisionner le marché en liquidité. Donc, c'est quelque chose qui est... Ces transitions-là, elles sont très compliquées. Je pense qu'ils veulent... La baisse de la volatilité des taux, c'est un symptôme du fait que la Fed est en train de chercher un consensus sur une date d'annonce du tapering. Ouais. C'est aussi, je pense, quelque chose qu'on avait assez mal appréhendé, qui est que le financement de l'assouplissement budgétaire de mars s'est fait essentiellement par un transfert de cash du Trésor vers les banques et non pas par émission de nouvelles obligations. Donc ça a créé un effet d'excès de liquidité qu'on retrouve un petit peu partout et qui pèse sur les taux. Et quand l'effet liquidité est prédominant, c'est pour ça qu'il n'y a pas cet effet d'allocation d'actifs qui serait néfaste aux actifs risqués, par exemple. Donc la liquidité, quelque part, et ce phénomène de fuite en avant qui leur échappe et qui renforce encore la difficulté du boulot de la Fed de prendre en compte, je pense, l'accélération de l'inflation qui aurait dû quand même les faire réagir. Eh oui, mais c'est ça. Le point, si on met de côté la partie plomberie, on va dire, mais sur la détermination de la Fed à tenir l'engagement du mois d'août, de la nouvelle stratégie de politique monétaire, vous dites ils sont déjà normalement... Sur les fondamentaux qu'on observe, ils sont normalement déjà à un niveau de tolérance important ? Oui, c'est-à-dire que dans le communiqué de la Fed, il n'y a aucune référence aujourd'hui au niveau des anticipations d'inflation. C'est quelque chose qu'ils avaient longtemps mis en avant quand l'inflation était trop basse. Aujourd'hui, quand vous regardez l'enquête du Conference Board des anticipations d'inflation des ménages, on est à 6,5. Celle du Michigan, on est plus bas, mais parce qu'ils corrigent un petit peu les chiffres. Les anticipations du marché, par contre, sont un petit peu plus... en ligne avec ce que la Fed voudrait. Mais dans tous les cas, on n'a aucune prise en compte dans le communiqué de la Fed de cet état de fait que les anticipations d'inflation ont quand même beaucoup monté et sont rapprochées même du niveau qu'ils désiraient, même avec cette nouvelle cible en fait.
Donc, c'est quand même un argument qui devrait inciter à réduire l'assouplissement. On n'est plus du tout dans la situation ante où on avait un problème éventuel de désancrage des anticipations de l'inflation. C'est intéressant parce que tous les deux, finalement, Axel, vous nous dites la Fed reste dans le marché parce qu'elle a peur d'un accident sur une émission du Trésor. Elle a peur qu'il n'y ait pas assez d'autres acheteurs qu'elle pour tenir ce marché obligataire. Et puis, Nicolas, vous nous dites en fait, c'est plutôt sur la partie des fondamentaux que la Fed doit trouver des justifications pour rester encore très présente dans le marché. Mais dans les deux cas, j'entends que la Fed doit rester présente dans le marché d'une certaine manière. Oui, et sur la question du tapering, ce qui est, je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est vraiment plus un enjeu de communication que quoi que ce soit d'autre. Ouais. C'est pour eux, ils ont le précédent de 2013 en tête. L'idée, c'est de ne pas faire d'erreur et qu'ils savent que la communication doit être faite au cordeau pour arriver à faire quelque chose sans avoir de réaction trop forte dans le marché. Donc ça, c'est évidemment un problème pour eux et j'ose espérer qu'ils ne vont pas se faire prendre à ce jeu-là encore une fois. Et le tout, c'est encore une fois de montrer cette détermination. Ensuite, sur la question de l'inflation, en fait, il y a quand même pas mal de conditionnalités. Non, mais juste Nicolas, oui. La détermination de la Fed, encore une fois, dans sa nouvelle stratégie qui vise à cibler une inflation moyenne, ça n'enlève rien au fait que la Fed peut se permettre quand même de ralentir progressivement, graduellement, le rythme de ses achats. Mais encore une fois, si vous commencez à faire ça, vous donnez le signal que vous commencez à faire de la restriction. Et donc vous donnez le signal au marché que peut-être que vous n'êtes pas forcément aussi déterminé que ça. Et que, alors que au mois d'août dernier, ils ont bien montré que l'inflation était, oui, une priorité pour la Fed, ça fait partie de son mandat, mais que, en gros, l'emploi doit être traité avec une priorité à peu près équivalente à celle de l'inflation. Il y a un entre-deux. Le marché, je sais que le marché est parfois un peu binaire, mais le marché peut comprendre quand même qu'entre le tapering et la hausse des taux, il y a une séquence, il y a des outils de forward guidance. Justement, je pense que tout l'enjeu, il est là. Si vous prenez, quand vous regardez, on va dire, le niveau d'emploi et le niveau d'inflation, le niveau de chômage et le niveau d'inflation, il y a un décalage qui est quand même très fort depuis 40 ans. Si je prends l'exemple absurde de la France, on a un taux de chômage de 9% en moyenne depuis le début des années 80 et on a une inflation qui est, on va dire, depuis les années 90, qui est largement en dessous de 2. Alors, quelle est la logique de ça? L'idée serait peut-être plutôt d'avoir un taux de chômage qui soit beaucoup plus bas et d'avoir éventuellement une inflation un peu plus forte que ça. Et je pense que c'est justement l'idée, c'est d'arriver à changer ce paradigme-là. C'est que le fait d'avoir un niveau de chômage aujourd'hui qui est donc qui est à 6% aux États-Unis, n'est pas acceptable. Et peut-être que 5% d'inflation, c'est peut-être désagréable, mais 6% de chômage, c'est vraiment inacceptable. Et donc, on va vraiment faire ce qu'il faut pour arriver à changer les choses. Et l'idée maintenant, quand vous regardez les projections qui sont faites notamment par celle de Goldman sur Horizon 2023, eux, ils prévoient un taux de chômage de 3,2% aux États-Unis, ce qui n'aurait été pas possible, à mon avis, sous l'égide de l'ancien mandat, parce qu'ils auraient agi plus tôt que ça, ils seraient pas allés jusqu'à ce niveau-là. Et 3,2% de taux de chômage aux États-Unis, ça serait le plus bas depuis 1953. Donc je pense que ça vaut quand même le coup d'aller tenter cette nouvelle stratégie pour arriver à des niveaux d'emploi de ce niveau-là. Bon, on verra où la Fed place le curseur la semaine prochaine, mais ce sera effectivement intéressant entre les considérations fondamentales, les engagements pris avec la nouvelle stratégie, les problèmes techniques aussi de marché. Alors je sais pas, j'avais retrouvé cette phrase de Janet Yellen en 2017 que je trouvais parlante. Alors à l'époque, ils réduisaient le bilan et puis ils étaient en pilotage automatique. Ils remontaient d'un quart de point les taux tous les trimestres, toutes les 2 réunions, je crois. Et Yellen disait, voilà, vous inquiétez pas, ce sera aussi ennuyeux que de regarder la peinture sécher sur un mur. Bon, est-ce qu'un tapering là, je sais pas, est-ce que la Fed a suffisamment d'expérience aujourd'hui, d'outils à sa disposition pour faire en sorte que l'annonce du tapering soit aussi ennuyeux que possible, Axel? Ou est-ce qu'avec des taux à 1,50, il y a peut-être matière à réveiller un peu le marché, entre guillemets? Disons que le tapering donc serait encore des achats. La Fed sera acheteuse nette. La période à laquelle vous faisiez référence, c'est une période où le bilan arrive à se contracte par les. On était beaucoup plus loin dans la politique restrictive. C'est la phase d'après du tapering. Une fois que vous êtes arrivé à annuler le QE, vous laissez les obligations qui arrivent à échéance, vous les réinvestissez pas. Donc le bilan se contracte, la liquidité se contracte dans ce cas-là. Alors la Fed a un argument, je pense, assez béton là-dessus, contrairement à la BCE, le portefeuille est totalement transparent. Donc vous pouvez savoir absolument ce qui va tomber donc c'est connaissance commune pour tous les acteurs de marché de voir de simuler l'amortissement normal du portefeuille de la Fed. Donc
cette transparence-là, elle leur sert hein, dans ce cas-là. Hein. C'est sûr que tout le monde peut prévoir l'effet que ça aura et le besoin de refinancement du marché quand la Fed se désengage. Donc il y a de la visibilité. Même un tapering, ça donne de la visibilité finalement au marché, aux investisseurs. Si on en vient à la BCE, c'était quand même aussi l'événement du jour, avant la Fed, donc la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous retenez de la communication de la BCE ce jour-ci, Nicolas. La question pour moi, c'est comment est-ce qu'on sort du programme d'urgence pandémique qui court alors jusqu'à mars 2022, mais on comprend quand même entre les lignes que la fin est actée pour mars 2022, une enveloppe de 1850 milliards d'euros qui a été allouée déjà en partie et qui va continuer de l'être sur les marchés obligataires. Comment on sort du PEP en douceur et c'est quoi le narratif suivant, quoi ? C'est quoi la suite ? Parce qu'en mars 2022, je parle sous votre contrôle, Nicolas, mais on aura à peine refermé la crise Covid sur le plan macroéconomique en zone euro et on sera encore très loin de revenir sur la tendance d'avant-crise. Ça, c'est, je pense, le gros problème de la BCE en ce moment, c'est qu'il y a sans doute pas mal de discussions en interne, ce qui fait que c'est quand même très flou pour la suite et pour le moment. Et en fait, quand on regarde déjà la conditionnalité qui est liée au PEPP, on voit qu'il y a, en gros, c'est soit donc fin mars 2022, soit ce qu'ils considèrent être comme la fin de la crise, la fin de la situation épidémique. Or, quand on regarde les autres instances européennes, on parle de la fin de la pandémie quand on sera revenu au niveau du Q4 2019 en termes de PIB. Or, selon les nouvelles projections qui sont faites aujourd'hui qui ont été publiées aujourd'hui par la BCE, ce niveau pré-pandémique, il sera atteint au Q4 de cette année-là. Alors qu'avant, c'était attendu pour le deuxième trimestre 2022. Donc, on a un petit peu avancé, ce qui veut dire que la reprise est plus forte que prévu. La reprise est plus forte que prévu. On gagne 2 trimestres sur la reprise. Voilà, on va dire un trimestre. On va dire un trimestre. Mais du coup, si on considère qu'en décembre dernier, lorsqu'ils ont eu, les colombes de la BCE ont réussi à obtenir 500 milliards supplémentaires dans le PEPP, il a sans doute été lié aussi à cette conditionnalité justement de retour au niveau de PIB d'avant-crise. Or, ce niveau-là sera atteint à la fin de cette année. Du coup, ça donnerait sans doute la main à des positions, on va dire, un peu plus restrictives au sein de la BCE. Et donc, effectivement, d'arriver à clôturer ce programme-là. Ensuite, si on considère que le PIB du T4 s'est publié, on va dire, fin janvier, du coup, on aura tout ce qu'il faut pour arrêter effectivement le programme proprement en mars 2022. Et donc, ça, on va dire, comme prévu. Par contre, on aura sans doute un ralentissement avant. Et là, je pense que la grosse incertitude, c'est qu'on va avoir la revue stratégique qui va être sans doute annoncée, on va dire, septembre-octobre par la BCE. Et qu'à ce moment-là, sans doute que s'ils annoncent une nouvelle stratégie avec, par exemple, une symétrie autour de 2% pour la cible d'inflation de la BCE, qui vont choisir de ralentir le PEPP d'un côté et peut-être d'augmenter le programme de APP qui est plus structurel. Conventionnel, conventionnel, c'est ça. Devenu conventionnel, mais de faire tomber ce qu'on appelait le QI à l'époque. C'est ça, de faire tomber le conjoncturel pour passer sur quelque chose de plus structurel, pour revenir à quelque chose qui est donc sur la nouvelle stratégie que pourrait annoncer la BCE. Mais ce ne serait pas un mauvais trade-off du coup, Nicolas. Tout dépend. On donne aux faucons la fin du PEP, la fin du programme d'achat d'urgence pandémique, mais en contrepartie, parce qu'il faut tenir compte des cicatrices de la crise Covid, on réaugmente le rythme traditionnel de croisière des achats. Tout dépend de ce que sera la nouvelle stratégie. Donc si c'est pour nous faire simplement une stratégie de symétrie de 2%, je pense que ça ne changera à peu près pas grand-chose. Quand on regarde les projections aujourd'hui de la BCE, c'est quand même 1,4% d'inflation pour 2023. Enfin, ce qui est quand même assez surprenant, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui une banque centrale en Europe qui a donc un écart par rapport à sa tendance pré-crise de 3 points de croissance, qui veut dire en gros 2 années de croissance qui sont perdues. Sur l'horizon de temps de prévision 2023. Fin 2023. Donc ça, c'est ce qu'on a perdu. Donc on sait qu'on a perdu ça. Ensuite, est-ce qu'on a de la marge de manœuvre pour agir ? Oui, parce qu'on a 1,4% d'inflation par rapport à un niveau de 2% qu'on pourrait trouver satisfaisant en Europe. Mais on choisit de ne rien faire. Voilà, ça c'est la politique de la BCE aujourd'hui. Et donc l'idée maintenant, ce serait éventuellement d'avoir une revue stratégique qui oblige un peu plus la BCE à agir et de soutenir un peu davantage la demande, on va dire aussi bien sur le court, moyen et long terme, pour revenir à des niveaux d'inflation qui soient à peu près corrects et surtout un niveau de croissance réelle et qui soit aussi plus correct avec le potentiel européen. Vous dites la BCE décide de ne rien faire par rapport à cette situation. Est-ce que c'est avant tout dans les mains de la Banque Centrale Européenne ? Elle pourrait dire, la BCE, et j'imagine que c'est ce qu'elle dit en partie, moi j'en fais déjà beaucoup, en faire beaucoup plus, ça ne servirait pas forcément à grand-chose si la partie budgétaire
va pas beaucoup plus loin qu'elle n'est déjà allée aujourd'hui. Ça, évidemment, vous avez, je pense, pas mal de débats sur ces questions-là. Ensuite, je comprends très bien qu'il y ait des divergences d'opinion au sein de la BCE. Ensuite, si vous regardez notamment ce que fait la Fed de l'autre côté, je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le niveau de soutien qu'ils apportent, qui est beaucoup plus intéressant. Et en termes d'objectifs, c'est beaucoup plus fort que ce que fait la BCE aujourd'hui. Et que donc, oui, à mon avis, il y a une marge de manœuvre. Et que oui, on peut parler du pouvoir budgétaire. C'est peut-être, évidemment que ça a un impact sur le court moyen terme. Quand je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis depuis la mise en place du nouveau mandat, les mouvements qu'on a eus sur les taux à 10 ans, sur les break-even 10 ans, sur toutes les anticipations d'inflation qu'on a pu avoir, on voit que c'est pas que le budgétaire, c'est effectivement la politique monétaire a un impact, parce que sur le long terme, on peut pas dire que ce soit le budgétaire ou le plan Biden qui a été annoncé juste pour cette année qui a pu avoir un impact sur les anticipations à 10 ans. Donc à mon avis, c'est le monétaire qui a vraiment la main sur cette question-là, et que la BCE a les moyens d'en faire davantage, et surtout de préciser justement qu'elle a un objectif qui est plus ambitieux que celui qu'elle a aujourd'hui. Et je pense que maintenant la littérature économique est quand même assez développée sur le fait que le mandat, le régime de inflation targeting a un effet dépressif sur le niveau d'inflation à terme et donc sur le niveau d'activité. Comment vous regardez alors les enjeux pour la Banque Centrale Européenne, au-delà de cette réunion? Déjà dans la réunion, la conférence de presse, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à retenir selon vous, Axel? Et puis, alors ce que je notais, c'était une information publiée par Reuters hier qui indiquait que la BCE, le Conseil des gouverneurs, va se réunir également la semaine prochaine pendant 3 jours. Ça fait un peu summer camp avant l'été. Non, mais pour bosser vraiment là sur cette revue stratégique. Alors qui a un peu subi la crise Covid, parce que je crois que le calendrier a été forcément un peu décalé, mais comme il y a eu un avant, un après à la Fed, est-ce qu'il y aura un avant, un après du côté de la Banque Centrale Européenne? Il y aura peut-être une redéfinition de l'objectif de prix. C'est le mandat de la BCE, c'est la stabilité des prix, mais libre à elle de l'interpréter comme... au tout début, c'était moins que 2, et puis on a dit moins que 2, mais proche de 2 quand même. Peut-être que ça peut de nouveau évoluer. Draghi avait essayé, avant de se faire reprendre de voler par les hawks de la BCE. Donc on était revenu au close but below. Je pense que ça reste un des totems allemands, ce close but below. Donc on aura du mal à faire bouger ça. Après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autres? Sachant qu'en Allemagne, l'inflation n'a pas fini de monter. On n'a pas encore vu le... Non, et effectivement, par exemple, les prêts à la production en Allemagne, c'est quand même assez fort. Donc, effectivement, l'inflation va monter davantage. C'est aussi tout le problème de la BCE. C'est non seulement de faire face à 19 marchés hétérogènes et ne pas avoir l'actif unique comme ce qui peut être le cas à la Fed, par exemple. Et cette mise aussi à vouloir impacter les marchés du crédit, d'ABS, de cover, un petit peu dans tous les sens. Donc la politique monétaire est rationnellement extrêmement complexe pour la BCE. Est-ce qu'il faut aussi la simplifier? Ça peut être une des questions, mais tout tournera probablement autour de l'objectif d'inflation et de la façon dont on s'engage à améliorer les perspectives de prix. Est-ce que la sortie de cette crise pour la zone euro sera un nouveau test pour l'unité européenne, pour la préservation de l'euro en tant que monnaie unique? C'est vrai que depuis le 18 mai 2020, l'annonce Macron-Merkel du plan de Recovery Fund et de l'émission également de dette commune, on parlait, donc c'était il y a 1 an à peine, de moment hamiltonien pour la zone euro. Et donc, on se disait, on ne revivra plus les crises souveraines, la fragmentation des marchés européens. La BCE, en plus, avait réagi très, très vite à l'époque. 1 an après, est-ce que ce risque-là revient un peu dans le radar pour du moyen-long terme? Je pense que ce risque, il sera toujours présent, parce qu'il est... on n'a toujours pas d'unité politique en Europe, et je pense que le risque politique italien, on l'a pas éradiqué avec Draghi. On voit que Salvini, par exemple, pousse dès maintenant à anticiper des élections parce que sa participation à la coalition très large de Draghi lui coûte des voix par rapport au parti mussolinien des Fratelli d'Italia, par exemple. Et donc, ce risque-là, il existera toujours. Il y a un effet aussi... de passagers clandestins avec ces politiques monétaires expansionnistes. On a vu qu'il était très facile, effectivement, on a des échéances politiques en France, de rajouter 50 milliards au déficit de l'année sans que ça passe, sans que ça... De dire ça va s'arrêter, mais on remet 5 milliards pour commencer. D'accord, donc, et alors que les projections allemandes, on verra si elles sont modifiées par une éventuelle nouvelle chancellerie en septembre, mais ne sont pas du tout celles-là, elles sont toujours conformes aux engagements qu'on a tous signés maintes et maintes fois sur
la convergence budgétaire. Donc il y a toujours ces risques-là. Mais le risque politique restera toujours une des composantes du risque européen, je pense. Ce qui est un peu décevant, je pense, l'année dernière, c'est qu'on a ce plan de relance très ambitieux et probablement très bienvenu, c'est fait au niveau de l'Europe et pas de la zone euro. Je pense que ça aurait plu au niveau des 27 et c'était probablement un message envers les Britanniques, mais ça aurait pu peut-être accélérer la mise en place d'une meilleure coordination sur un budget de la zone euro avec une dette européenne et on peut le regretter, je pense. Nicolas. Oui, sur la revue stratégique, en fait, il y a Isabelle Schnabel, donc, qui est la membre du board allemand de la BCE, qui a fait un discours il y a une dizaine de jours maintenant, il y a 15 jours, où elle a un peu précisé ce qu'elle en pensait. Alors, notamment en indiquant que pour elle, le nouveau mandat de la Fed, donc elle ne le souhaitait pas pour la BCE, donc elle donne son avis avant même que la discussion ait eu lieu, ce qui est une façon de faire, mais les autres ne l'ont pas fait. Et en disant donc c'est non. Ensuite, je pense qu'un des points qui était le plus important, c'est ce qu'ils appellent la make-up stratégie, donc ce qu'il s'agit de mettre en place, on va dire pendant une période déterminée, une stratégie qui vise à corriger les effets de la crise. En gros, il s'agit de le terrain que vous avez perdu pendant la crise, il s'agit de rattraper ce terrain-là. C'est ce que va faire c'est ce que fait la Fed de son côté, et ce qu'on pourrait faire en Europe. Elle a dit également dans ce point-là qu'elle n'était pas non plus tout à fait favorable. Et Villeroy a dit l'inverse. Villeroy a dit, non mais voilà, pour contrebalancer, Villeroy aussi a eu un discours fort fin mai pour dire exactement l'inverse de ce que dit Schnabel. Exactement. Il y a Villeroy, il y a Fabio Panetta aussi, le membre de la BCE. Donc on voit qu'il y a un conflit. Il y a une opposition qui est en train de se mettre en place. Mais ça va être intéressant dessus parce que, je pense que il faut quand même se rendre compte qu'il s'agit quand même de savoir si on arrive à modifier ou pas la trajectoire de croissance européenne. C'est-à-dire qu'on a quand même un des niveaux qui sont de 1,3-1,4% de rythme de croisière en Europe. On est ce qui est prévu maintenant pour les États-Unis, c'est plutôt 2,1. C'est quelque chose qu'on pourrait sans doute peut-être pas arriver à ce niveau-là, mais qu'on pourrait obtenir de façon structurelle en Europe, au moins d'essayer d'y arriver. Donc c'est cette question-là qui est en train d'être débattue au sein de la BCE. On va avoir le résultat à l'automne, et donc ce serait peut-être bien aussi de mettre ce débat-là sur le terrain politique, parce que même si les banques centrales sont indépendantes, ce serait bien aussi de leur mettre un peu la pression. Sauf que Nicolas, la revue stratégique c'est une chose, mais vous l'écrivez vous-même ce matin dans les Échos, en fait tout se joue au plus haut niveau politique. Au niveau du G7 aujourd'hui, alors ça faisait des années qu'on parlait plus des G7 et que moi-même je m'intéressais plus beaucoup au G7, mais là visiblement ce type de sommet entre les 7 plus grandes puissances, Europe, États-Unis bien sûr, c'est en train de reprendre peut-être de l'intérêt, c'est en train de regagner peut-être en intérêt. Avec les G7, ils ont toujours eu ça. En fait, la coordination monétaire, elle s'est faite alors d'abord au lendemain 45, elle s'est faite via Bretton Woods. Ensuite, quand Bretton Woods s'est éteint, on a eu la naissance simultanée des G7. Et on voit, si je prends des exemples historiques, en fait, c'était en 82, donc on a un sommet du G7 à Versailles début juin à Paris. Je crois que 3 jours après, Mitterrand annonce les premières mesures du tournant de la rigueur qui aura lieu officiellement l'année suivante. Et plus proche de nous, en fait, c'est le G7 de Camp David de 2012. Tout le monde s'en souvient pour François Hollande et sa cravate. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que Obama et Merkel ont une discussion qui suivait celle du G20 de Los Cabos à ce moment-là, où il y a une pression énorme qui a été mise sur Merkel. Les Américains lui avaient quasiment mis sous le nez l'idée d'un QE sous le nez. Et bizarrement, vous avez 2 mois après un Mario Draghi qui dit whatever it takes. Et vous avez aussi pas mal de Obama demandait à l'Europe, mettez-vous en ordre. Voilà, de faire quelque chose pour la croissance. Il est anormal que l'Europe compte sur les États-Unis pour sa croissance, et il s'agit pour l'Europe également de participer à la croissance mondiale. C'était un enjeu assez fort, il y a une pression qui a été mise, et oui, bien sûr que Draghi a eu Merkel au téléphone à ce moment-là pour savoir, en gros pour essayer de demander un feu vert, donc c'est pour ça qu'on parle d'indépendance des banques centrales, d'accord, mais il y a quand même le jeu des dirigeants qui sont derrière, donc oui, c'est le genre d'événement qui peut avoir un impact, d'autant plus que la même chose d'ailleurs qu'à l'époque de 2012, c'est que là encore une fois, on a une croissance américaine qui est très forte cette année. Même chose, les Européens ont fait plus que 2008, d'accord, mais ils sont quand même bien loin de ce que font les Américains. Et du coup, on va quand même encore une fois profiter de la croissance américaine pour notre propre croissance à nous. Et les Américains ont peut-être assez également de financer notre croissance. Et donc, les exportations allemandes vers les États-Unis qui sont au top. Et donc, l'idée, c'est que Biden mette une pression forte sur les Européens pour qu'ils puissent se mettre dans un régime d'ailleurs de croissance plus forte, et d'ailleurs qui est tout à fait à l'avantage des Européens. Évidemment.
Bon, sur les enjeux du G7, je ne sais pas s'il faut en reparler. Est-ce que je me mettais en titre, c'est peut-être un nouveau départ pour le G7. C'est vrai que Biden remplace Trump. Bon, le UK est un peu sorti, toujours là, bien sûr, dans le G7, mais avec une position un peu différente. Là aussi, je pense sur la question de croissance, je pense que mettre un petit peu d'ordre dans la relation absurde sur l'Irlande du Nord entre le UK et l'Union européenne. Je pense que Biden va mettre le doigt dessus. Ça fait partie un petit peu de cette influence américaine sur l'Europe. Et peut-être essayer de rétablir un certain nombre de liens, effectivement, qui avaient disparu avec Trump. On aura probablement une politique commerciale très, très, très différente de la part des États-Unis et de l'Europe. Je pense que dans les jours à venir, on aura des décisions dans ce sens-là pour arrêter d'ailleurs ces tarifs qui sont malvenus. Revenir un peu en arrière sur les tarifs et les sanctions. Ça peut être l'occasion d'un nouvel élan entre l'Europe et les États-Unis pour effectivement ces liens de croissance et essayer d'adopter une stratégie un peu commune avec en face la Russie pour des raisons peut-être non économiques, mais la Chine surtout. Je pense qu'il va falloir se coordonner vis-à-vis de la Chine. Donc ça peut être. Et l'Europe a tout intérêt à choisir son camp de ce point de vue-là. Je pense que le choix est par défaut. Il y a aucun. Je pense pas qu'on. On peut se dire qu'on est nous aussi une zone de puissance et qu'on peut peut-être poursuivre nos intérêts à nous et pas forcément dans le sillage des intérêts américains. On n'a pas l'unité politique pour ça. Je pense que c'est toujours le talon d'Achille des Européens. C'est de savoir de se mettre d'accord. Déjà nous-mêmes, c'est compliqué. Et pour peser sur le plan international, il faut parler d'une seule voix. Donc c'est, à mon avis, ça restera toujours un challenge. Mais au moins sur le plan économique, je pense qu'on peut se rapprocher des États-Unis en prenant acte de la puissance émergente de la Chine. Et probablement sur le plan monétaire, c'est souvent des sujets monétaires qui ressortent au G7, l'émergence du yuan, qui forcément va être un des challenges de la décennie à venir. Bon, Nicolas, petit commentaire, je vous ai vu sourire sur ma... Oui, non, mais sur la Chine, l'Europe n'a pas le choix, vous dites en fait. Non, c'est pas une question de choix, c'est que je pense que c'est son intérêt. En fait, c'est l'intérêt européen de. Enfin, si effectivement États-Unis et Europe se mettent tous les deux sur. Enfin, le problème actuel, c'est qu'on a des États-Unis qui ont une très forte croissance et qui absorbent donc des déficits commerciaux très impressionnants sur deux parties du monde, sur la zone euro et la Chine. Donc en gros, la zone euro produit à peu près la même politique économique que la Chine, ce qui n'est pas forcément reluisant. Et l'idée maintenant, ce serait de faire en sorte que la zone euro soutienne sa croissance et sa demande intérieure, donc d'avoir un modèle qui ressemble plus à celui des États-Unis. Et du coup, si vous mettez dans un régime comme ça et que vous avez juste en face la Chine qui profite de la situation, et ben vous pouvez leur dire, avec les deux immenses marchés que sont Chine et États-Unis, Europe et États-Unis, vous pouvez convaincre les Chinois de faire un peu plus d'efforts et de soutenir un peu son niveau de consommation également. Enfin, vous avez un levier qui est beaucoup plus important. Or, ce qui se passe au sein de la zone euro, c'est que vous avez une fracture, c'est que vous avez les pays qui font des forts excédents, l'Allemagne, les Pays-Bas, enfin surtout l'Allemagne, et vous avez notamment un pays qui a lui pas mal de déficits et donc qui a un profil qui ressemble plus à celui des États-Unis ou du Royaume-Uni, qui est la France. Et donc vous devriez avoir un affrontement politique qui se passe entre la France et l'Allemagne, pour l'instant qui n'a pas lieu, mais en tout cas, ce serait dans l'avantage objectif de la France d'avoir une économie une stratégie économique qui soit celle du soutien à la demande intérieure. Ce serait bien plus profitable pour son économie à elle, et donc d'avoir un renversement de situation en Europe. Bon, voilà pour le G7 en Cornouailles. Ce sera l'événement demain. Enfin, ils arrivent aujourd'hui. Et puis, ce sera quand même le grand jour demain pour ce G7. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, et Axel Bott, Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au financement participatif, le crowdfunding comme on l'appelle en anglais. Le crowdfunding dédié même à la transition énergétique, et c'est Laure Vérac qui est à mes côtés en plateau, la cofondatrice de l'Indosphère. Bonsoir et bienvenue Laure. Merci beaucoup d'être avec nous. L'Indosphère qui est donc une des grandes plateformes françaises de crowdfunding spécialisée sur le financement de projets liés à la transition énergétique, donc le financement de projets de déploiement d'énergie renouvelable dans toute la gamme qu'on peut imaginer. La plateforme a été lancée en 2014. Je voulais juste pour commencer, vous venez de franchir la barre des 100 millions d'euros investis depuis la création, ce qui est un chiffre symbolique, mais je voulais qu'on replace un petit peu dans le contexte actuel, notamment dans le sillage de cette année 2020 qui visiblement a été une année d'accélération intense.
pour vos clients, dans la manière dont ils pensent leur épargne, dont ils pensent leur placement, comment est-ce que ça s'est caractérisé pour vous chez l'Indosphère, Laure ? L'année 2020 a été caractérisée par une forte accélération, notamment du nombre d'investisseurs et du volume financé, avec plus de 30% des 100 millions d'euros investis l'année dernière. Et c'est une tendance de fond qui continue cette année, puisque les volumes investis via la plateforme l'Indosphère ont été multipliés par 2,5 entre 2020 et 2021 sur le début de l'année. Comment est-ce que vous situez, parce que vous êtes spécialisé justement sur le financement de projets d'énergie renouvelable, où est-ce que vous placez justement ce segment de marché dans l'univers global du crowdfunding ? Le financement participatif pour les énergies renouvelables, c'est une des locomotives importantes du financement participatif. Elle se situe juste derrière l'immobilier en termes de volume et de dynamique, parce qu'elle permet aux investisseurs de choisir concrètement des projets qui contribuent à la transition énergétique, des projets éoliens, des centrales solaires, des unités de méthanisation, des unités de biomasse par exemple. Et elle est un des vecteurs importants du développement du secteur, par le sens qu'elle donne aux investissements réalisés sur l'Indosphère, qui conjugue rentabilité et transparence. Oui, donc c'est quand même le sujet numéro 1 après l'immobilier, qui doit être indétrônable, j'imagine. L'immobilier, les Français, on sait que c'est un sujet de placement, d'investissement permanent, mais tout de suite derrière viennent ces questions de financement. Comment je peux investir et financer le développement de la transition écologique ? Comment vous comprenez, vous avez plus de 18 000 membres, c'est ça aujourd'hui sur la plateforme Laure. Comment vous comprenez leur motivation et ce qui forme leur décision d'investissement et de participation à ces projets ? Une appétence de fond des investisseurs sur l'Indosphère, c'est de pouvoir justement concilier le sens, la rentabilité et la proximité avec les projets. En termes de sens, donc, nous finançons des projets d'énergie renouvelable, donc ils vont contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à la décarbonation de l'électricité, et des projets qui sont ancrés sur les territoires. Ce sont des projets concrets, qui sont très compréhensibles, qui sont portés par des entreprises solides, pionniers ou reconnus dans le secteur, comme des filiales de grands groupes type EDF Renouvelable ou des acteurs indépendants comme CNR, des PME, des ETI, des belles entreprises françaises, et des projets qui vont contribuer à la valorisation des ressources sur les territoires. Et donc, il y a une motivation de proximité. En tant qu'investisseur, je sais dans quoi j'investis. J'investis en circuit court dans un projet de mon territoire. Une question de sens. J'investis dans la transition énergétique et je sais à quoi sert mon argent. Et une question de transparence avec ce lien direct entre le projet et l'investisseur. Par exemple, aujourd'hui, il y a 12 projets en ligne sur l'Indosphère qui permettent de se constituer un portefeuille diversifié en investissant dans des serres photovoltaïques en Gironde ou dans le Tarn-et-Garonne, en investissant dans un démonstrateur agrivoltaïque, pour le coup, en Côte d'Or, ou dans une unité de méthanisation en Mayenne. Mais ce besoin de local, de circuit court, d'impact, de sens à côté de chez soi, ça va tellement loin que vous réservez d'ailleurs des parts justement pour un projet local, vous réservez des parts justement aux investisseurs locaux, régionaux, c'est ça Laure, Sur une partie des collectes, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir permettre un investissement par les riverains du projet. Donc de favoriser l'ancrage territorial des projets avec une attention très forte sur les riverains et comment moi, en tant que riverain, je peux investir. Après, ça, c'est une partie des projets qui sont donc réservés territorialement, et l'autre partie des projets, avec des montants qui vont jusqu'à 8 millions d'euros, sont ouverts à l'ensemble de notre base d'investisseurs. Et donc, des investisseurs qui sont des éco-épargnants ponctuels et de plus en plus d'investisseurs avertis, voire professionnels, avec aujourd'hui des partenariats avec des conseillers en gestion de patrimoine, des family office, des banques privées, qui ont compris tout l'impact qu'ils pouvaient proposer à leurs clients avec ce fléchage direct sur des projets de transition énergétique. Juste la notion de riverain, là, riverain, ça peut être vraiment à proximité, à vue même du projet, parce qu'il y a toujours le phénomène un peu not in my backyard, notamment quand on parle parfois d'éoliennes, de centrales solaires ou autres, mais ce phénomène-là, vous le retrouvez Alors, le not in my backyard, c'est, j'allais dire parfois, la minorité qui va se faire entendre. Nous permettons à la majorité silencieuse d'investir dans les projets. Dans nos projets, il y a plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'investisseurs qui accompagnent financièrement le développement de projets à côté de chez eux. Et ça, c'est très important pour les porteurs de projets, à qui nous apportons la capacité d'avoir cette majorité silencieuse dans le financement de leurs projets, de façon en plus compétitive et réactive. Et donc aujourd'hui, ce sont plusieurs
dizaines de projets que nous avons en portefeuille pour les mois à venir et de belles perspectives de nouveaux projets à mettre en ligne sur la plateforme. J'aime bien cette majorité silencieuse qui s'exprime à travers le financement des projets locaux et régionaux. Vous le disiez également, donc la montée en puissance et la montée en gamme, peut-être même des investisseurs et des membres de l'Endosphère, donc de plus en plus d'investisseurs qualifiés, voire professionnels ou orientés par des professionnels vers la plateforme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors ça répond à un vrai besoin justement que la finance traditionnelle ou le système patrimonial traditionnel n'a pas résolu encore aujourd'hui? Ce qu'on permet, c'est un fléchage. C'est-à-dire, je choisis directement ou les projets dans lesquels je veux investir. Et c'est vrai que, par exemple, pour les family office, on vient répondre à des discussions intergénérationnelles sur le sens qu'on va donner au patrimoine familial. Et les jeunes générations vont challenger parfois celles qui les précèdent en disant « moi, je veux que le patrimoine familial aille dans des projets qui vont dans le bon sens, dans le sens de la transition énergétique. » Et aujourd'hui, les family office se trouvent face à cette attente qui est parfois compliquée, à laquelle il faut répondre, mais parfois pas forcément. Et dans les outils qu'ils ont à leur disposition traditionnelle, ils n'ont pas forcément justement les réponses. En tout cas, ils se tournent vers des plateformes comme la vôtre. Ils se tournent vers des plateformes comme la nôtre, ils se tournent vers l'Endosphère parce qu'ils peuvent choisir le ou les projets dans lesquels investir et parce qu'ils peuvent investir des montants conséquents. Aujourd'hui, le maximum réglementaire sur le financement participatif, c'est 8 millions d'euros. C'est un record national de collecte que nous avons mené l'Endosphère l'année dernière en finançant une entreprise française à hauteur de 8 millions d'euros pour son développement international. Et nous avions justement dans cette opération-là associé des clients de conseillers en gestion de patrimoine et des family office. Ce sont des parts qui peuvent représenter jusqu'à la majorité, voire la totalité d'un projet, ou est-ce que vous êtes plutôt, vos membres sont plutôt dans le sillage d'investisseurs institutionnels ou industriels d'ailleurs qui génèrent et investissent dans ces projets? Les entreprises que nous accompagnons sont des entreprises qui ont accès au financement bancaire. Ce sont des entreprises qui ont les reins solides, qui sont des expertes du secteur et qui développent des projets depuis des décennies. Elles ont donc accès au financement bancaire. Ce qu'elles viennent chercher, c'est un financement complémentaire, réactif, compétitif, qui permet un ancrage territorial. Et nos investisseurs sont donc quelque part aux côtés des investisseurs traditionnels, des banquiers, des sociétés de gestion, dans le financement global de ces projets. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que nous ouvrons aux particuliers, aux investisseurs, des opportunités d'investissement auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Réservées aux professionnels, bien sûr. Exactement. Ouais. Pour conclure, Laure, c'est sur alors chaque cas est particulier, j'imagine, mais et vous sélectionnez, vous, les projets que vous mettez en ligne sur la plateforme. C'est quoi à peu près les horizons de temps qu'il faut avoir en tête et puis le rendement potentiel également de ces projets? Les projets que nous sélectionnons vont proposer des rendements compris entre 4 et 7%. Et des durées d'investissement entre 2 et 6 ans. Les modalités sont présentées projet par projet. Donc, sur la plateforme l'Endosphère en ligne, l'investisseur va pouvoir choisir, par exemple, sur les 12 collectes en cours, celle qu'il va préférer parce qu'il y a une rentabilité plus élevée ou parce qu'il a le projet est à côté de chez lui ou parce qu'il préfère telle énergie par rapport à telle autre. Et donc, avec la possibilité d'investir dès 50 € et parfois sans montant maximum. Merci beaucoup, Laure. Merci d'être venu nous parler de l'Endosphère et de ces projets de déploiement justement d'énergie renouvelable sur le territoire français, la plateforme de crowdfunding française dédiée au financement de la transition énergétique, et Laure Vérag, qui était donc à mes côtés en plateau, la cofondatrice de l'Endosphère, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.